Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans ce nouveau numéro de Tout est marque, nous allons aborder le vêtement féminin, le style, l'allure, l'élégance, l'upcycling, les femmes artistes. Bref, nous allons évoquer une marque incarnée, à savoir Bonâme. Et pour ce faire, je reçois sa fondatrice, Victoria Bonamour. Bonjour Victoria. Bonjour. Quelques mots pour vous présenter, si vous me le permettez, vous me rectifiez, n'hésitez pas si je me trompe. Vous êtes créatrice de Bonâme, conférencière, enseignante, économie du luxe, histoire de la mode et métier de l'art. Vous avez quelques expériences à couper le souffle, excusez du peu. Vous êtes logo gifting, vous avez été logo gifting collection director chez Louis Vuitton, special project director Moët & Cie LVMH, au marketing de Dom Pérignon chez LVMH toujours, directrice anti-âge chez Biotherme, groupe L'Oréal. Quelle expérience! Merci. Quelle expérience! Après cette expérience, et pour débuter en fait cette émission justement consacrée à votre marque, Bonâme, la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir créé votre marque en 2021? Alors, je pense qu'en fait, c'était l'aboutissement de quelque chose qui germait depuis très très longtemps. Parce que Bonâme, je pense qu'on va revenir sur la marque en question, mais c'est une histoire de vêtements, c'est une histoire de femmes, c'est une histoire de transmission, c'est une histoire qui est vraiment souchée, ancrée dans l'art. Et c'est un environnement dans lequel j'ai évolué depuis mon enfance. Et parallèlement à des études de commerce, à Sciences Po, et ensuite une carrière que j'ai démarrée dans le marketing en occupant différentes fonctions dans les grands groupes et certaines que vous avez énumérées à l'instant. Donc parallèlement à ce parcours, premier parcours professionnel, j'ai toujours dessiné, cousu, pris des cours du soir de stylisme, modélisme quand j'étais en école de commerce. Donc c'est quelque chose qui est même plus qu'en germe, qui a toujours été dans ma vie en fait pendant 20 ans. Et à l'issue de ces premières 20 années de carrière, j'ai décidé de sauter le pas et de créer mon propre projet. Je pense que ce qui a été le déclencheur, c'est que entre deux expériences professionnelles, entre Dom Pérignon et Vuitton, en fait, pendant que j'étais encore chez Dom Pérignon, j'ai fait un MBA à l'Institut français de la mode. Et pendant ce MBA, on nous faisait beaucoup travailler sur l'entrepreneuriat en essayant d'aller vraiment gratter et éventuellement faire germer chez les différentes personnes de la promo de ce MBA s'il y avait en germe un projet entrepreneurial. Et ce que nous avait dit un professeur de l'époque, notre professeur qui était sur ce module de coaching entrepreneurial, nous avait dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué à l'époque et qui avait dit si vous souhaitez travailler sur un projet d'entreprise, il faut deux choses, deux éléments. Le premier, c'est une colère et le second, une passion. Ou alors une très forte irritation, une révolte, et puis quelque chose qui vous fait vibrer. Et j'ai trouvé que c'était un outil en fait de réfléchir comme ça assez fort. Et moi, j'ai toujours eu la passion du beau vêtement, mais des représentations de la mode dans l'histoire de l'art depuis toute petite. Donc c'était assez facile pour moi d'aller chercher cette passion. Et je pense que ce qui forcément a été non pas un déclencheur, mais un terreau fertile toute ma vie, c'est la présence de femmes artistes dans ma famille que j'ai côtoyées ou que je n'ai pas côtoyées parce que elles sont parties avant ma naissance, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc mon arrière-grand-mère qui était sculptrice, élève de Bourdelle, qui avait un talent fou, qui était une grande sculptrice et puis qui a épousé le destin de beaucoup de femmes à l'époque, donc qui a arrêté sa sculpture pour se consacrer à sa vie de mère et d'épouse. Ma tante et marraine qui était artiste peintre et qui m'a initiée depuis très jeune à toutes sortes de techniques. Donc en fait, d'être environnée de ces femmes qui avaient un feu artistique a nourri aussi cette passion. Vous avez dit des mots très importants et moi je retiens notamment la passion parce que je crois que la passion c'est aussi ce qui fait que aujourd'hui les entrepreneurs et les marques peuvent vivre
et en vivre. On se lève toujours plus simplement le matin et plus facilement le matin quand on est animé par la passion que par la contrainte. C'est sûr. Et la contrainte, justement, déclenche la colère, d'où la vibration. Oui. Hein, on est bien d'accord. On va en reparler et par rapport à votre parcours, par rapport aussi à l'idée que vous avez créé Bonâme. Je rappelle, c'est vrai que tout à l'heure vous disiez, vous avez un coup de crayon formidable parce que j'ai eu l'occasion de regarder un reportage qui est passé sur vous sur M6 où on voit votre coup de crayon et donc j'invite tout le monde, toutes celles et ceux qui sont un peu curieux ou curieuses, d'aller jeter un œil et chapeau pour ce coup de crayon effectivement. Moi je reviens là-dessus. Alors globalement, on peut, quand on s'appelle Victoria Bonamour, Bonâme, on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose derrière, mais d'où vient ce beau nom de marque ? Alors, effectivement, il est en lien avec mon nom. Je voulais pas forcément que la marque de vêtements que je crée porte mon nom, soit vraiment un patronyme. Je voulais m'en inspirer parce que j'aime bien mon nom. Je suis assez chanceuse d'avoir un nom pareil. Donc, c'est en quelque sorte Bonamour raccourci, mais il y a aussi le jeu de mots sur l'âme parce que toute l'histoire de Bonâme parle beaucoup de la trace des femmes féminine, d'une empreinte féminine qui traverse les époques, de quelque chose d'un peu intangible qui se passe de femme en femme, de génération en génération. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que je pense qu'on est ce qu'on est toujours en relation avec là d'où on vient, le passé, son histoire, sa famille, des choses qu'on a vécues, même quelquefois quand on n'en est pas conscient. Donc j'avais envie que le nom porte aussi un peu cette dimension un petit peu spirituelle, un peu intangible. Bien connaître son histoire, c'est vivre son actualité et créer son futur. Tout à fait aussi, je ne connaissais pas, mais... on en est un peu là. Une marque Bonâme féminine, voire féministe, qui renferme une idée forte au travers de l'upcycling. Comment en êtes-vous arrivé aussi à cela ? Alors tout à l'heure, je parlais de colère. Oui. Je parlais de cette colère sur les femmes qui n'ont pas eu autant de voix et de tribunes qu'on aurait pu leur donner, en tout cas sur le domaine de l'art. Mais il y a une autre colère derrière ça, qui est la disparition des savoir-faire français en matière de textile. Moi qui me suis toujours intéressée à la mode, au textile, au tissu, à la confection, ça me désole, voire ça me scandalise quelquefois de me dire mais on est ce pays qui depuis même pas des décennies, mais des siècles, est connu pour son savoir-faire sur la mode, pour son goût, pour son inspiration, et parce que des choix politiques, un contexte, une conjoncture économique, à un moment on a laissé, vraiment par choix déterminé, filer tout ça, partir tout ça, fermer des ateliers entiers, disparaître des savoir-faire, casser des générations de personnes qui travaillaient dans ces beaux métiers de la confection et du textile. Donc, moi, je m'étais toujours dit, le jour où je fais un projet et je crée une marque, je veux que ce soit fait en France. Donc, avant même l'upcycling pour moi, on parle d'upcycling là parce que j'utilise des stocks dormants de tissus. Oui. C'est-à-dire que je commande jamais de tissus. Je ne fais jamais produire de tissus. J'utilise que de la ressource disponible. Je ne suis pas la seule à faire ça. Plein de gens le font aujourd'hui, plein de marques, et je pense que c'est une sorte de prérequis aujourd'hui de s'intéresser à l'économie des ressources. Tout le monde doit le faire. La dimension plus que dans cette partie éco-responsable, pour moi, fabrication en France, le savoir-faire français, c'est vraiment très important. Je ne fabrique que localement et que en France, parce que même si c'est très difficile, c'est des contraintes en termes de coûts qui sont très élevées, très fortes. Quelquefois, je me dis, je me tire une balle dans le pied en faisant ces choix, mais j'y tiens parce que je pense que c'est essentiel. Et je pense que toute marque un peu haut de gamme, digne de ce nom, devrait aussi réfléchir à comment rapatrier le plus possible de fabrication en France. On est très loin de la fast fashion. Ah oui, on est à l'opposé total. C'est ça. Et une forte appétence aussi pour certaines matières en particulier comme le velours, la soie, des matières finalement assez nobles. Pourquoi travailler ces matières-là notamment Alors parce qu'elles sont belles, tout simplement, parce qu'elles sont infiniment belles, que quand on a eu entre les mains un velours de coton, un velours de soie,
par rapport à un velours synthétique, on voit tout de suite la différence visuellement au niveau du toucher, de la sensation, de ce qu'on éprouve quand on enfile le vêtement. C'est pareil pour la soie, c'est pareil pour un beau coton, c'est pareil pour le lin. Les matières naturelles ont un tombé et puis surtout une sensualité sur le corps qui n'a rien à voir avec la matière synthétique. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est quelque chose qu'en termes de connaissances, on a beaucoup perdu avec la fast fashion, avec le fait de s'habiller moins cher et plus facilement. Ce qui est bien aussi, c'est bien que la mode soit vraiment descendue, se soit démocratisée comme ça, mais je pense qu'on est allé beaucoup trop loin et qu'on a perdu l'exigence de ce qu'on doit ressentir quand on met un vêtement. Quand on mange quelque chose, on a envie que ce soit de bons ingrédients. On fait la différence entre un fruit qui est pourri et puis un fruit qui est bon. On fait la différence entre un vin de très mauvaise qualité. On fait la différence entre un café qui est très acide ou un café qui est bon. Les vêtements, on devrait avoir cette même exigence, c'est-à-dire être tout de suite capable de se dire c'est synthétique, je transpire dedans, ça gratte, c'est mal cousu, ça se déforme. Nos mères et nos grands-mères encore plus nos arrière-grands-mères, n'achetaient jamais quelque chose si c'était pas bien coupé. Elles retournaient un vêtement avant pour vérifier, puis après elles disaient que c'était du travail mal fait et qu'elles n'allaient pas s'habiller avec ça. Aussi, ça ne durait pas aussi parce que le concept, aujourd'hui on parle de fast fashion, je vous écoute, et en même temps entre savoir, belle coupe, on a aussi ce concept d'arrière-plan où vous parliez des grands-mères, mais on se souvient aussi que c'était acheté pour longtemps. Oui, c'était acheté pour durer, c'est-à-dire qu'on mettait quand même plus de conscience dans le choix du vêtement. Donc quand on s'achetait une pièce, on savait qu'elle allait durer longtemps, donc on voulait vraiment que ce soit une pièce qui nous aille bien, qui soit bien coupée, qui corresponde à notre morphologie, qui soit agréable à porter, etc. Donc aujourd'hui, on a aussi un peu perdu ça parce que c'est plus facile de s'acheter des vêtements jetables, de renouveler beaucoup. Donc ça a joué dans la baisse d'exigence sur la qualité du vêtement, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de perte de connaissances et d'ignorance. Et il y a le fait qu'il y a beaucoup moins de ces matières nobles qui sont disponibles dans le commerce parce que c'est moins cher. Les marques ont aussi fait ces choix parce que ça leur permettait d'augmenter la marge, ça leur permettait d'avoir des coûts beaucoup plus bas, tout en maintenant quelquefois des prix relativement élevés. C'est-à-dire quand on va dans un magasin, quand on va dans une marque de luxe, voire une marque haut de gamme, on devrait être en mesure d'exiger que ce soit une belle matière et d'exiger que ce soit pas forcément une matière synthétique. Le prix pour le prix, on finit par en payer le prix, et ça, ce n'est pas de moi. C'est un grand penseur de la grande distribution, dont son nom m'échappe d'ailleurs, qui a cité ça un jour, et ça m'a toujours marqué parce qu'on est quand même pas loin de la vérité. Vous avez fait le buzz, notamment, avec un buzz incroyable. Je retiens en décembre 2023, alors ça remonte un tout petit peu, décembre 2023, mais enfin quand même, Miss France en bonne âme, oui, avec la veste Cléo. Comment cela s'est-il produit ? Vous connaissiez cette Miss France avant Pas du tout. Que Alors s'est-il passé ? en fait, j'avais à l'époque une sélection de pièces Bonham, un extrait de ma collection dans un showroom presse. Et je pense que ce qui s'est passé, enfin d'ailleurs je suis sûre que c'est comme ça que ça s'est passé, la styliste de Miss France, pour ses plateaux télé, a dû faire ce qu'on appelle un picking, c'est qu'elle a dû faire le tour des showrooms presque qu'elle avait l'habitude de fréquenter en sélectionnant un certain nombre de pièces. Elle a sélectionné pour les premiers plateaux télé de Miss France ma veste Cléo. Et ensuite, elle présente un choix à Miss France et ensemble, elle choisit ce qu'elle va porter. Et Miss France a choisi pour son tout premier plateau télé, juste après son élection, la veste Cléo en velours chocolat. Et donc, j'étais particulièrement contente. Donc, je l'ai appris. En fait, je l'ai su tout de suite parce que pour aller sur le plateau pour son interview, elle était accompagnée par une de mes amies qui a reconnu la veste et qui m'a tout de suite appelée en me disant « Je suis avec Miss France, je crois qu'elle porte une de tes vestes ». Et elle a pris rapidement une photo en demandant l'autorisation à Miss France et on a pu vérifier que c'était bien ma veste. Et en fait, j'étais au-delà bien sûr du buzz, de la satisfaction. J'étais particulièrement contente parce qu'elle ait choisi cette pièce avec cette veste qui est à la fois moderne,
avec ses grosses manches gigots qui est une coupe, un volume un peu théâtral, qui donne confiance. Le fait qu'elle ait choisi en plus cette pièce en velours, qui est une de mes matières préférées, que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, pour tous ces éléments, j'étais contente. Et puis oui, ça a fait un gros buzz. Alors, la veste Cléo, certes. Vous avez certains modèles d'ailleurs, la robe Suzanne, si je ne m'abuse, la jupe Cléo midi, Oui. c'est ça, qui sont déclinés dans différentes matières. Est-ce que c'est pour jouer sur le prix en tant que tel? Comment vous désignez en fait entre matière, modèle? Comment faites-vous pour essayer de comprendre un peu la gamme Bonham, même si vous faites beaucoup de sur-mesure donc. Oui, alors il y a du sur-mesure, mais il y a aussi de la production en toute petite série. Et en fait, j'ai un certain nombre de silhouettes, j'en ai pas énormément. Mais chaque silhouette que je crée, chaque nouvelle silhouette, en général, elle est travaillée et pensée pendant longtemps parce que je veux qu'elle soit très intemporelle. Donc quand je sors un nouveau modèle, je l'ai quand même essayé dans différentes matières. Je l'ai peaufiné pendant longtemps en me disant ça, c'est quelque chose qu'on achète, qu'on garde toute la vie et qui va aller toute la vie, quelle que soit la mode, quelle que soit la... Vous visez l'intemporel. Ah, je vise l'intemporel total. Et quelque part, c'est logique, puisque je m'inspire de femmes qui ont existé avant. Donc, je pars du principe que le style, il traverse le temps. Et quand on a une belle pièce bien coupée et qu'elle nous va, elle se démode jamais, en fait. Parce que vous posez aussi derrière cette caractéristique qui est de trouver cette inspiration auprès de grandes figures féminines. Oui, également, et le fait qu'en fait je vais puiser, du coup, tout part effectivement d'une femme artiste, la plupart du temps, qu'elle soit écrivaine, peintre, sculptrice. Ce sont des femmes qui sont habitées par le feu de la création. Égérie du passé uniquement ou ça peut être aussi contemporain? Alors, j'ai beaucoup commencé par les égéries du passé pour cette notion de... quelque part de puiser quelque chose qui vient d'avant et qu'on digère et qu'on interprète à notre manière. Je trouve ça moins intéressant de m'inspirer, copier ou vouloir imiter, prendre en référence quelqu'un d'aujourd'hui. Je trouve ça plus intéressant d'aller puiser quelque chose d'un peu plus intangible, sur lequel on peut mettre beaucoup plus d'imaginaire et surtout le faire sien. Et l'adapter à sa propre personnalité, sa propre silhouette. Je trouve ça plus compliqué de mettre son propre style en s'inspirant de quelqu'un qui est juste à côté ou très contemporain et qui existe aujourd'hui. On va être plus dans l'imitation. Donc pour cette raison, donc tout part toujours de cette figure féminine et là ça peut être très varié, je vais m'inspirer soit d'éléments de son œuvre. Donc quand par exemple c'est une écrivaine de son style littéraire. George Sand. De George Sand ou de Colette. Par exemple la ligne Colette. Suzanne Valadon. Suzanne Valadon qui est peintre. Donc Suzanne Valadon, je vais m'inspirer beaucoup de sa palette de couleurs, de regarder comment elle travaille le noir, parce qu'il y a un trait noir qui est sur beaucoup de contours de ses silhouettes, donc il va toujours y avoir un peu de noir qui va venir ponctuer quelque chose dans la ligne Suzanne. Et il y a aussi quelque chose d'assez souple sur le corps, parce que c'était la manière dont elle peignait les femmes et les étoffes sur le corps. Quand il s'agit d'une écrivaine, je vais peut-être plus soit directement m'inspirer d'une iconographie de Colette, d'un portrait d'elle que j'aime bien, d'un détail, d'un vêtement qu'elle porte, mais aussi de son style littéraire. Colette, c'est une des femmes qui a la plus grande richesse de vocabulaire dans la littérature française. Et elle nomme tout. Elle connaît les noms de toutes les étoffes, les essences de bois, les fleurs, les animaux. Donc il y a un sens du détail très fort. Voilà, il y a un sens du détail. Elle a cette espèce de précision ciselée. Donc dans ma ligne Colette, il va y avoir plein de petits détails. Il va y avoir de la dentelle chantilly, il va y avoir du voile plumetis, il va y avoir des petites choses de raffinement délicat qui m'évoquent beaucoup sa littérature. Très différent de Suzanne, qui a un côté plus, une certaine forme de dureté, du caractère, qui a un côté plus direct. Et je pense que du coup, c'est pour ça que les femmes trouvent dans mes collections chaussures à leurs pieds, si j'ose dire. Pas vous demander un scoop, hein, mais... Non, bien sûr, mais alors j'en ai beaucoup dans les cartons parce que des femmes artistes, il y en a beaucoup, des femmes inspirantes, il y en a beaucoup. Plus directement, là, il y a Niki de Saint-Phal, qui est une artiste que j'aime énormément, mais Niki de Saint-Phal parce qu'elle a une histoire incroyable. Il y a plein de choses à raconter sur elle. Il y a aussi
quelque chose de très intéressant autour du couple qu'elle formait avec Jean Tinguely. Je trouve qu'il y a une très belle histoire d'amour, donc ça m'intéresse aussi de parler de ça. On n'est pas juste sur l'inspiration de la femme, mais comment elles ont mené aussi leur vie, leur rapport à l'amour, aux enfants. Donc voilà, Niki de Saint-Phal, c'est une de mes grandes égéries et j'ai développé une petite ligne d'accessoires. Ce qui tombe bien d'ailleurs parce qu'il y a une exposition qui va démarrer cette semaine, je crois, au Grand Palais. Et vous proposez vos collections, donc inspirées d'égéries, certes, mais vous faites aussi vraisemblablement des commandes spéciales, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui, parce que en fait, alors les commandes spéciales, ça peut être soit une commande très particulière ad hoc qu'on me demande, par exemple une robe de mariée. Une petite compagnie théâtre ou une jeune artiste qui a envie de travailler un peu son identité de scène. Et donc, je vais l'aider soit en puisant dans mes collections ou en faisant un projet vraiment ad hoc pour elle. Petite partie, c'est pas la majeure partie de mon activité, mais c'est une petite partie de mon activité quand même. Et bien sûr, dans commande spéciale, il y a aussi le sur-mesure, parce que sur la jupe Cléo, très souvent, il y a des femmes qui vont me dire moi j'ai besoin d'un tour de taille un peu plus serré ou un peu plus grand, donc je vais faire un petit ajustement. Et justement, j'anticipe sur une des questions que j'avais, qui était, parce que vous l'avez effleuré, le théâtre. Moi, quand je vois votre création inspirée, inspirante, on peut se demander, est-ce que vous réalisez justement, entre guillemets, costumes de théâtre, ou même pour des épopées cinématographiques, ça serait... En fait, pour tout vous dire, lorsque j'ai regardé le Comte de Monte-Cristo, j'ai pensé au style Bonham. Je me suis dit, Bonham aurait pu créer des costumes pour ce film. Oui, alors ça m'est arrivé à 2 ou 3 reprises de travailler pour des compagnies de théâtre, mais en fait ce qu'elles sont venues chercher chez moi, ce sont des petites compagnies qui, trouvent chez moi un équilibre financier plus intéressant que quand elles doivent vraiment monter tout un plateau et des créations ad hoc qui coûtent très cher, parce que c'est de la reconstitution historique pure avec beaucoup d'exigences sur les détails, le porté. Moi, comme je suis dans l'adaptation et l'inspiration, les petites compagnies théâtre qui sont venues me voir, en fait, cherchaient un vestiaire pour lequel on ne puisse pas vraiment déterminer si on était aujourd'hui ou hier. Et elles m'ont dit, mais ce que tu fais, c'est super, parce que justement, on ne sait pas bien où on est. On pourrait être sorti d'un tableau, mais on pourrait être aussi dans la rue aujourd'hui. Et comme elles avaient quand même une relecture un peu contemporaine, c'était pas du pur historique, elles appréciaient ce positionnement-là chez Bonham. Oui. Donc, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est pas du tout... de la réplique historique. Je transforme beaucoup. J'adapte à notre époque, en fait. Vous revendiquez également aussi, dans l'air du temps, une marque éco-responsable, Made in France. Donc là, on est encore plus dans l'air du temps. La marketeuse que vous êtes, pense-t-elle que ce positionnement est vraiment d'ailleurs différenciant aujourd'hui ? Non, je pense que l'éco-responsabilité ou le Made in France, c'est pas un positionnement en soi. C'est pas acheter un vêtement parce qu'il est Made in France, à part des gens qui sont très très engagés ou très militants sur ce sujet. Tout comme l'éco-responsabilité, on ne va pas acheter un vêtement parce qu'il est éco-responsable. Sauf si effectivement on est très militant aussi, très engagé. Ça peut être un axe de choix, mais on achète un vêtement parce qu'il nous plaît, parce que la couleur est jolie sur nous, parce qu'il nous flatte, parce qu'on se sent bien, parce qu'il raconte quelque chose de notre personnalité. C'est ça le premier critère d'achat. Donc, et parce que son prix est acceptable. Oui. Aussi, bien sûr. Et bien sûr, l'argument prix est un élément fondamental. Je rappelle d'ailleurs que vous avez aussi été gratifié du label Fabriqué à Paris. Oui. C'est pas rien, parce que toutes les marques parisiennes ne sont pas gratifiées de ce label. Non, il y a une sélection, on envoie un dossier et donc effectivement chaque année, moi je reconduis et j'envoie mon dossier. Ça répond à un certain nombre de critères. Où est-ce qu'on fait fabriquer, comment, avec quel type de process et pour obtenir ce label. Moi, quand je regarde votre marque, et que vous oscillez aussi en tant que conférencière, vous connaissez bien l'histoire de la mode, de l'art. Je me dis, mais une marque comme Bonham devrait faire des collabs avec des marques de bijoux.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que c'est très intéressant. Les collabs, c'est un axe vraiment que je balaye pas du tout d'un revers de main. J'en ai fait un peu dans le passé. J'ai fait une collab avec une petite marque de parfum qui était en mode start-up comme moi. J'ai fait une collab avec une maroquinière sur une ceinture qui venait agrémenter une de mes robes. Donc je trouve ça très intéressant, la collab, quand on est aligné sur un positionnement et sur des valeurs. Et le bijou, oui, tout à fait, parce que le bijou complète très avantageusement une tenue Bonham. Toujours un petit peu, on peut jamais évoquer, effleurer le sujet de la marque ou parler d'une marque sans parler de son marketing et de sa fidélisation. Comment faites-vous pour fidéliser d'une part vos clientes et puis tout simplement véhiculer la bonne parole, les valeurs qui sont intégrées au cœur même de la marque Bonham ? Alors il y a beaucoup d'attention portée à ça et de proximité, de soins vraiment à l'égard de mes clientes. Donc j'ai un business model online, donc je suis vendue en ligne, j'ai un site internet, mais j'ai... Sur bonham.fr ? Sur bonham.fr, absolument. J'ai mon atelier dans lequel je travaille, qui est mon bureau, et dans lequel je conçois toutes mes créations, où j'élabore aussi, où on va coudre les pièces uniques quand il s'agit de pièces uniques. Et je reçois les clientes dans cet atelier parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de femmes qui veulent essayer avant d'acheter. Donc, elles vont sur mon site, elles sélectionnent et elles viennent dans mon atelier. Donc, je pense que la fidélisation se fait aussi beaucoup sur ce rapport de proximité. Parce que jusqu'à présent, j'ai vraiment misé sur une croissance organique, vraiment par du bouche à oreille, le temps d'installer la marque, la collection, de bien comprendre qui était ma cliente, à qui je m'adressais, qu'est-ce qui plaisait ou pas. Et je remarque que quand les femmes viennent dans mon atelier, en général, elles y restent longtemps. Elles essayent pas mal de choses. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Elles essayent pas mal de choses. Elles repartent souvent avec un vêtement. Et je suis assez fière de ça. Je n'ai jamais eu de retour qualité. Aucun, à part, c'est arrivé des retours de taille, mais juste pour changer des tailles, et un modèle, une jupe, une fois, où la cliente qui habitait en Suisse italienne m'a dit « mais non, ça me va pas, ça correspond pas avec ma morphologie », donc elle l'a renvoyé, on a changé contre autre chose. Mais j'ai pas de retour qualité parce que le rapport qualité-prix entre la coupe, l'originalité du style, la qualité du tissu, fait que les femmes, elles repartent, ça leur va. Et j'ai des commentaires, souvent après on m'envoie en me disant « mais je me sens en confiance quand je porte ton chemisier dans telle occasion parce que je sais que ça va m'aider à affronter tel élément ». Donc je me dis, le petit supplément d'âme que j'essaye de mettre dans les vêtements, il a l'air d'y être quand même, au-delà bien sûr de la qualité. Et du rapport qualité-prix, parce que comme vous le disiez, le prix est quand même essentiel. Oui, alors sans parler de questions qui fâchent, mais simplement pour que les auditrices qui sont forcément peut-être attentives à cet épisode se disent « Ah, mais dans le fond, Bonham, je ne connais pas, je vais aller voir sur bonham.fr ». Quelle est la fourchette de prix chez Bonham pour un petit peu situer en définitive Tout à fait. Alors, la fourchette de prix, donc, ça démarre à une trentaine d'euros pour les petits accessoires textiles et les prix maximum vont être autour de 500 euros pour les vestes. Vraiment, grosso modo. Après, il y a bien sûr des pièces uniques exceptionnelles qui vont être un petit peu plus chères, mais en tout cas, l'ensemble de la gamme est ramassé dans cette fourchette de prix-là. Un chemisier, j'ai 4 modèles de chemisiers, va tourner entre 130 euros en prix de démarrage et peut monter jusqu'à 200 euros s'il y a de la dentelle, de la soie. Une robe va être dans les entre 180 si c'est une robe simple et ça peut monter jusqu'à 300 euros s'il y a de l'organza de soie ou si on est un peu plus sur une robe du soir. Avec des matières systématiquement choisies par vos soins et nobles. Oui, et qui proviennent pour beaucoup de plateformes d'upcycling de maisons de luxe. Donc pour moi, c'est la garantie. Notamment du groupe LVMH. Oui, parce que LVMH a fondé cette plateforme Nona Source il y a quelques années,
des stocks, des fins de rouleau de leur maison, De chez Dior, Dior, de chez Givenchy, Céline. Vuitton, voilà. Donc ça, c'est évidemment, ce sont des belles matières. Bien sûr. Et c'est la garantie du coup d'avoir comme des tissus qui ont de la tenue, qui ont des belles couleurs, un beau toucher, qui sont intéressants. On arrive déjà à la fin de cette émission. J'avais quand même une dernière question. Être à la tête d'une marque de vêtements haut de gamme, très éloignée de la fast fashion, très éloignée de ces plateformes qui proposent tout et n'importe quoi, être une créatrice de collections intemporelles, made in France, éco-responsable. Ma question, c'est, cela rime avec 1, palpitant, 2, désespérant, 3, fatigant ou toujours plus de clients? Eh bien tout en fait, c'est toujours plus de clients parce que Bonham fait son petit bonhomme de chemin et ma base de clientes fidèles grossit. Désespérant, oui, parce que comme tout entrepreneur, il y a toujours des matins où on se lève avec l'adjectif décourageant aussi, où on peut être, on se dit mais pourquoi je me suis lancée là-dedans. Ça peut être passionnant. Ça peut être passionnant, palpitant, galvanisant, encourageant. Donc en fait, mais je pense que ça, tous les entrepreneurs vous le diront, on est toujours un peu sur des montagnes russes. Et à chaque fois qu'il y a un moment un peu décourageant, surtout quand on s'est mis des objectifs assez contraignants comme moi, de toujours revenir à son moteur d'origine et la raison pour laquelle on a fait ça au point de départ. Et en général, ça apaise assez rapidement les doutes et le découragement. Bravo en tous les cas à Bonham. On rappelle le site internet qu'on a déjà cité, bonham.fr tout attaché. On vous retrouve aussi 53 rue La Bruyère, Paris 9. Oui. Je crois que c'est sur rendez-vous. Oui, c'est sur Au cas rendez-vous. où. C'est mon atelier sur rendez-vous. Voilà. Et je tiens à remercier aussi chaleureusement toutes nos auditrices, nos auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Podcast. Et on vous dit à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.